Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission parce qu'on accueille un invité vraiment exceptionnel, un comédien que j'adore particulièrement, Monsieur Bernard Lano. Salut Bernard. Salut. Comment vas-tu? Mais pas mal, bien, je suis avec vous, je vais bien. Et on est très heureux de te recevoir, en tout cas, on est encore sur ce très beau plateau qu'on aime bien avec mes camarades qui forment la communauté de l'anneau. Thomas, ça va, Thomas? Salut, ravi d'être là et ravi de te rencontrer, enfin de te retrouver parce qu'on s'était vu en convention il y a 1 an et demi. Absolument, ravi aussi. Et Manon, ça va Manon? Moi, ça va toujours, hein. Quand je suis sur ce plateau avec des super comédiens, je suis contente. T'es prête pour lancer ton petit quiz? Alors, on va parler un peu avant, s'il vous plaît, que je me mette en condition. Mais oui, je suis prête, avec un quiz très très difficile, comme d'habitude. Mais en attendant, abonnez-vous, likez, c'est important. Hein, partagez. Parce que, et surtout, restez bien, parce que les quiz de Manon et Thomas vont pas être piqués des hannetons, comme on dit. T'es devenu un vrai influenceur à parler comme ça. Hein. Ouais, je sais. J'ai un peu répété, parce que j'ai pas l'habitude de dire ça. Mais bon, il faut pas dit la commu. Oui, c'est vrai. Fallait dire la commu. La commu de l'anneau. Voilà, mais tout se recoupe. Tout est lié. Justement, pour commencer l'émission, j'avais une petite question toute simple pour toi, Bernard. C'est comment t'es venu le virus de la comédie? Est-ce que c'est depuis tout petit? Est-ce que c'est venu progressivement? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? J'étais pas dans un milieu qui me préparait du tout à faire cette carrière. Enfin, en tout cas, de théâtre. Et curieusement, comme tu le dis, j'ai eu confusément ça en moi, je crois, depuis tout petit, toujours. Et je pourrais difficilement expliquer pourquoi, parce que j'ai vraiment été, je veux dire, je me suis familiarisé au théâtre au cours de mes études. Je veux dire, je suis allé au théâtre tard, relativement. Donc, c'est comme ça. J'ai été fasciné. Je dis toujours ça parce que c'est vrai, j'étais fasciné par la troupe de comédiens du Capitaine Fracasse. Quand j'ai lu le Capitaine Fracasse, voilà, la vie la vie itinérante et absolument miséreuse et folle, mais pleine d'aventures de la troupe du Capitaine Fracasse m'a fait rêver. Et je pense qu'il y a une partie de cet éveil-là qui a joué. Mais j'ai eu très envie de ça. Très jeune, à l'âge de 11 ans, j'écrivais des petits spectacles que je montais avec les copains. Moi, je viens d'un petit village, dans les granges, dans les trucs comme ça. Voilà. Mais sans vraie explication. J'ai attendu comme un fou d'avancer dans mes études pour arriver à Dijon, parce que je suis bourguignon, où j'étais, voilà, là, j'ai pu tout d'un coup faire partie d'un club théâtre au lycée, puis après je suis rentré au conservatoire de Dijon. Enfin voilà, c'est là que ça a vraiment commencé, d'aller au théâtre, aller voir les spectacles au théâtre municipal de Dijon, au grenier de Bourgogne. Enfin voilà. Donc il y a vraiment pas d'explication. Tout ça s'est fait à la grande détresse de mes parents et de ma famille. Et voilà, ils m'ont regardé vraiment comme un œuf qui trouve, enfin comme une poule qui trouve un peigne ou je sais quoi. Enfin voilà, quoi. Ça a été compliqué quand même. Okay. Compliqué, mais pour moi évident. Ouais. Curieusement. Ok, donc ouais, t'avais ça dans le sang, dans ton ADN déjà très tôt, donc c'est. Voilà, je sais pas pourquoi, vraiment, c'est parce que vraiment rien ne m'y prédisposait. Je suis originaire d'un petit village de 150 habitants, enfin vraiment au milieu des bois et tout, enfin les Gaulois quoi. C'est très étonnant, effectivement. Rien ne me préparait à ça. Sinon que si on va un peu dans le détail, mes parents tenaient dans ce petit village le café, épicerie, tabac. Ma mère faisait aussi un peu des banquets, des noces, des choses comme ça. Donc il y avait une grande salle de restaurant. Et à une certaine époque, moi j'étais vraiment petit, c'était le cinéma itinérant. Ah, okay. Et donc ça, c'était très étonnant parce que tout d'un coup, on virait tout dans la salle de café et on mettait des chaises, des bancs et trucs, on tendait. Et puis il y avait un type qui arrivait avec son projecteur, son écran qu'on mettait au fond et on projetait. Voilà, il projetait les films, à l'époque, les films dans l'actualité. Donc c'était extraordinaire parce que là, il y avait tout le village. Il n'y avait pas encore la télé. La télé, c'était encore, ça balbutiait à l'époque. Et donc, pour moi, ça, c'était quand même quelque chose d'assez
d'assez extraordinaire, parce que tout d'un coup, ça venait vraiment chez moi, quoi. Et là, je me souviens de films comme La Strada, des choses comme ça, qui étaient extraordinaires, quoi. Et justement, est-ce que déjà, à l'époque, on te parlait de ta voix? Ou c'est venu un peu plus tard? Comment ça s'est passé? Non. Ce basculement où ou peut-être on se rendait compte, tiens, tu as une voix qui est particulière? Non, j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir particulier sur ma voix. Non, on pouvait plus le dire sur le physique, sur la façon d'être, dire toi tu fais ci, tu fais ça, voilà. Mais bon, pas sur la voix, non. Ok. Non. Et justement, comment c'est venu? Comment tu es arrivé à... Parce qu'on se demande, nous, souvent, les comédiens arrivent du monde du théâtre, ils font peut-être du cinéma, de la télé, mais comment on entre dans le milieu du doublage? Est-ce que c'est par hasard? C'est souvent, on nous dit justement, c'est par hasard, j'ai rencontré un directeur artistique. Toi, comment c'est arrivé, justement? Oui, moi, c'est vraiment par hasard, parce que j'ai pas du tout envisagé, j'avais vraiment pas envisagé cette discipline du métier. Oui. J'ai fait des études, moi, classiques, Conservatoire de Paris, et donc je suis sorti de là, j'ai eu la chance de commencer très vite à faire beaucoup de théâtre, à enchaîner les spectacles et à tourner, donc j'y pensais pas beaucoup. Et puis un jour, ça s'est fait tout à fait et à la fois par hasard et d'une manière assez logique dans ce métier, c'est-à-dire que j'étais au théâtre avec une amie comédienne plus âgée que moi, qui était elle vraiment implantée dans le domaine du doublage, mais qui tournait beaucoup, qui s'appelait Daniel Vol. Donc je lui rends hommage parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et avec qui on a l'occasion de tourner et de jouer plusieurs fois, et qui m'a dit à un moment Bernard, qu'est-ce que tu fais après ce spectacle qui se terminait, quoi. On a un spectacle qu'on jouait ensemble. Je lui dis, écoute, là pour l'instant j'ai pas beaucoup de projets, j'ai pas de, voilà, c'est un peu inquiétant. Elle me dit, mais t'as jamais pensé à faire du doublage, à essayer de contacter ce milieu-là? J'ai dit non, pas du tout. Elle me dit, écoute, si tu veux, je vais donner ton numéro et puis sans doute ils t'appelleront. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai vraiment fait aucune démarche. Ils m'ont appelé, j'y suis allé. C'était une société qui s'appelait la Sophie à l'époque, et j'ai fait un Man 1, Cop 2, comme ça. Voilà, j'ai découvert ça. Vraiment, j'ai découvert cet univers qui pour moi était totalement un autre univers et assez surprenant. Et puis alors sans doute que là la voix a dû exister, parce que très vite, au bout de 2 ou 3 expériences comme ça, on m'a proposé de remplacer le rôle principal d'un feuilleton emblématique à l'époque, qui était Santa Barbara. Ah oui. Voilà, et je me suis retrouvé avec le rôle de Joe de Santa Barbara, parce que je crois que c'est Guy Chapelier qui le faisait, qui est parti. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et à partir de là, ça a été vite, parce que je travaillais aussi beaucoup au théâtre avec un ami très cher qui est Hervé Bellon, avec qui on a joué beaucoup ensemble et tout, et qui lui travaillait dans une autre société qui était l'Européenne de doublage, qui à l'époque s'appelait PM, et où là, par rapport à la Sophie, il faisait beaucoup plus de films, on va dire de projets plus élaborés, et il m'a dit, viens, si tu veux, je vais te présenter là-bas. Et je suis allé là-bas. Et à partir de là, ça n'a pas arrêté. Voilà. Ça n'a pas arrêté. Tu parlais d'Hervé Bellon, qui est cher à nos cœurs, parce que c'est la voix de Sam Neill qui a fait Alan Grant dans Jurassic Park. On le rappelle à chaque fois. Faut pas me lancer sur Jurassic Park. Bah oui, bien sûr. Donc je dois vraiment citer Daniel Vol qui nous a quittés, et Hervé que je vois toujours, qu'on se voit beaucoup, on va travailler ensemble là encore, je suis ravi. Donc et qui vient dans l'émission quand il veut, surtout. Voilà, oui. Si tu veux lui passer un petit message. D'accord, je lui dirai. Je lui dis qu'on est sympa. Je lui dirai, c'est un sauvage. C'est un sauvage. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on préfère. On respecte quand il... Je lui dirai. Oui. Je dirais. Alors, pendant que tu parlais, on voyait des petites photos. Donc, tu es la voix de Kevin Costner, de Michael Keaton, Dennis Quaid, Alec Baldwin, mais aussi Jeff Goldblum, que tu partages avec Richard Darbois aussi. Et autant de grands comédiens qui nous ont accompagnés, nous, depuis qu'on aime le cinéma, en fait.
Et surtout, enfin, moi personnellement, c'est des comédiens qui m'ont accompagné mon enfance, mon adolescence, qui continuent de le faire. Et déjà, je voulais témoigner, voilà, toute ma sympathie, ma reconnaissance, tout mon cœur, je sais pas quoi dire. Non, mais c'est très gentil, c'est toujours émouvant d'entendre ça. Mais enfin, c'est surtout les acteurs que tu dois remercier. Hein. C'est eux qui sont à l'image quand même. Oui, mais je trouve que c'est rare justement on le doit aussi justement, on va en parler aux personnes qui se disent tiens, tel comédien peut convenir à tel comédien. Parce que par exemple avec Kevin Costner, je sais que tu le dis souvent aussi en interview, c'est que c'est une vraie rencontre avec lui, avec ce comédien. Et moi, je peux pas regarder Kevin Costner en VO. C'est impossible. Pour moi, c'est indissociable, c'est avec ta voix. Et justement, comment toi, tu as rencontré ce comédien Est-ce que tu le connaissais avant? Je le connaissais un peu avant, oui, je le connaissais un peu. Il n'était pas spécialement dans ma galaxie d'acteurs, mythiques, mais bien sûr, j'en avais entendu parler. Il était quand même déjà très célèbre. Il avait eu quelques très gros succès. Et je ne pensais pas forcément de lui par rapport à moi. Enfin bon, bref, je matchais pas forcément la chose. Et puis ça s'est fait sur des essais, ça s'est fait sur Robin des Bois. Oui. Voilà, il avait été doublé avant par plein de gens extrêmement talentueux, d'ailleurs, dont Hervé Bellon, Patrick Poivet. Voilà, Dominique Collignon, plein de gens. Et moi, j'étais très débutant dans le doublage, donc j'étais pas encore, je veux dire, très 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 branché sur les voix, qui a fait quoi, voilà, je veux dire. J'ai passé des essais avec un grand DA qui est Jean-Pierre Dorat. Et qui est quelqu'un qui avait des qualités énormes, qui sentait les choses, qui pigeait, voilà. Et voilà. Quand je raconte ça parce que c'est assez révélateur. Quand j'ai passé les essais avec Jean-Pierre Dorat sur Robin des Bois. On a fait une prise qui est en fait, les essais étaient, entre autres, surtout ce dont je me souviens, c'est un moment où il saute sur l'arbre et il fait un discours. Donc c'était pas facile, il fait un discours, un truc comme ça, bon. Et donc je le fais. Je fais comme ça une prise, pof, très bien. Et puis bon, à l'époque, je suis toujours très 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 dubitatif, toujours. Je veux toujours améliorer, je veux toujours. Et puis bon. Je trouvais que je me la pétais un peu, je commençais à savoir comment ça se faisait et tout. Et je dis non, mais écoutez, je voudrais vraiment le refaire. Là, c'est pas bon. Bon, attends. On fait une deuxième prise. Jean-Pierre, oui. Je peux en faire une troisième. Oui, bon, très bien. Et puis, à la fin de la séance, il me dit bon. Ben c'est très bien, mais on va prendre la première prise. Donc, voilà. Je veux dire je crois qu'il y a eu une sorte, ce dont tu parlais, une sorte d'évidence comme ça qui est au-delà de moi. J'avais pas conscience du tout, et que je pense que quelqu'un comme Jean-Pierre a pigé, quoi. Voilà. Et donc ça s'est fait comme ça, et c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a une forme de je sais pas, c'est très intéressant à analyser, parce que je parle de moi, je vais dire très cool, hein, je suis pas la grosse tête, hein. Je veux dire, mais c'est vrai que ça marche. Tout d'un coup, ma voix qui est différente de celle de Costner, vraiment. Je suis pas sûr qu'on ait non plus forcément le même tempérament. Je parle dans la vie, ben voilà, ça fonctionne, quoi. Ça fait une espèce d'osmose, et c'est vrai que c'est pas très souvent dans le doublage que ces choses arrivent. Je veux dire, à ce point-là, j'en tire aucune vanité, hein, c'est comme ça. J'aurais pu ne jamais passer d'essai, et ça ne se serait jamais produit, mais il y a
Patrick Poivet aussi avec Bruce Willis. Voilà. Le phénomène se reproduit un peu. Il y a quelque chose comme ça. La voix ne ressemble pas du tout, mais il y a une rencontre. Richard Darbois sur Harrison Ford. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont au-delà, je vais dire, d'une explication technique, je crois. Mais je sais qu'en tout cas, moi, parce que ta voix colle très bien aussi à Michael Keaton, à Jeff Goldblum, à tous les autres comédiens que tu peux doubler, mais il y a quelque chose avec Kevin Costner. Et moi, c'est vrai que par réflexe, j'ai envie de dire, c'est quand j'ai parlé à ma famille, à mes amis, on reçoit Bernard Lano, j'ai dit, voilà, le réflexe, c'est la voix de Kevin Costner. Et là, immédiatement, il y a une petite lumière dans les yeux des gens. Il n'y a pas besoin de se concentrer pour savoir c'est quoi quelle est la voix de Kevin Costner. Ils l'ont immédiatement dans la tête. Et tout de suite, ah oui, j'adore cette voix. Non, puis c'est vrai qu'à partir du moment où je l'ai fait, je l'ai gardé, quoi. Je veux dire, il y a eu une ou deux fois des petits pas de côté, mais voilà, sinon c'est vrai que, voilà, donc la voix, c'est fidélisé. Justement, je me tourne vers vous, Thomas et Manon. Est-ce que vous avez un film préféré avec Kevin Costner? À toi l'honneur. À moi l'honneur. Voilà, t'as commencé à parler de film. J'en ai plein, bien sûr, mais j'aime beaucoup Un monde parfait de Clint Eastwood. Je trouve que c'est un film magnifique, qui est hyper touchant, qui raconte vraiment quelque chose sur la paternité, même si c'est une paternité spéciale. Je sais pas si c'est l'histoire d'un évadé de prison, si je me souviens bien, qui prend en otage... qui prend sans le savoir en otage un petit garçon derrière sur la banquette arrière de sa voiture, et les deux vont vivre une aventure, et il va y avoir il va se créer quelque chose entre ces deux personnages, et c'est un film vraiment magnifique. Ils sont traqués par Clint Eastwood. Ils sont traqués par Clint Eastwood. C'est bien de le préciser. Je sais pas comment en dire plus, mais en fait il faut vraiment le voir, et c'est un film extrêmement touchant. Notamment grâce au personnage de Kevin Costner. Moi, je suis d'accord. Hein, c'est aussi, je pense, mon film préféré. Voilà, effectivement, c'est une réflexion sur la paternité et au-delà de ça, même, je dirais, sur le respect, quoi. Parce que tout d'un coup, cet homme qui est un truand, si on veut, enfin, je veux dire, en tout cas, qui a fauté, et tout d'un coup, face à ce gamin, et va le respecter, l'aider, le mener sur le chemin de la vie, quoi, avec beaucoup d'humilité, de respect, et ça c'est magnifique, non, le film. Moi je trouve que c'est un très très beau film. Et je rajoute juste, les deux personnages s'apportent vraiment mutuellement, parce que j'ai oublié de préciser un détail, c'est que le petit garçon vient d'une communauté, je sais pas si c'est Amish ou vraiment quelque chose d'assez du monde, donc il a le droit de rien faire. Et il va, durant c'est un road movie, hein, il va découvrir de la vie un peu, en fait. Voilà, c'est ça. C'est bon, voilà. Voyez-le vraiment. Non, c'est un très beau film, effectivement. Oui, je crois qu'il a pas énormément marché aux États-Unis. Il a plus marché en Europe, mais pas énormément. Je trouve qu'il a pas eu l'écho qu'il aurait dû avoir. Cela dit, il existe, hein, on le rediffuse quand même assez souvent, on le voit assez souvent. Je pense qu'avec les années, il a pris une dimension vraiment un peu mythique. Quoi. Et, je pense, oui. C'est vraiment, c'est pas peu dire, hein, mais je pense que c'est vraiment un des meilleurs films de Clint Eastwood aussi. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Complètement. Et toi, Manon, est-ce que tu as un film sans grande originalité, mais c'est parce qu'il y a une histoire derrière, c'est Robin des Bois. Mais c'est parce que j'ai une maman qui est amoureuse depuis 40 ans de Kevin Costner, voilà, et qui m'en parlait tout le temps, et je n'avais vu aucun film de lui, et c'est à force d'en entendre parler, on en fait une overdose alors que je ne le connaissais pas, et j'étais non, j'ai pas envie de... Elle m'avait dit mais si, regarde au moins Robin des Bois, c'est une histoire entre guillemets qui est tellement populaire, qui est tellement culte que ça ne peut pas te déplaire, et bof. Elle m'a dit, le seul truc qui pouvait me convaincre, c'est Alan Rickman joue le méchant. Mais oui. Ok. Et en fait, grosse surprise, parce que c'est vraiment un excellent acteur. Enfin, je pense qu'on l'a dit, on le redit. Ça a été vraiment... ça a été un coup de cœur comme film, vraiment, en plus avec Morgan Freeman, voilà, que j'adore aussi. C'est vraiment une histoire hyper touchante. Moi, j'avais que la vision Disney de Robin des Bois. C'est totalement différent, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est vraiment pour un public beaucoup plus mature, mais avec un Kevin Costner qui est très très beau. Je comprends.
l'amour de ma maman pour cet acteur. Et j'ai pas encore vu énormément de sa filmographie, mais celui-ci, vraiment, il m'a marqué. Et c'est un film que je revois avec grand plaisir. À chaque fois qu'il passe à la télé, il a la chance d'avoir pas mal de rediffusions. Donc vraiment, en plus, ça convient à tout le monde. Mais ce que j'adore dans ce film, c'est ça fait partie des films qui sont un peu tout à la fois. C'est dark, c'est épique, c'est émouvant, c'est hyper drôle. Franchement, grâce aux méchants, faut pas se mentir. Alan Rickman, voilà. Mais c'est un film en fait où tu vas passer par toutes les émotions et c'est vraiment génial. C'est ultra complet. Ça donne envie de le revoir. Ah ouais. C'était fait pour. Et Un Monde Parfait, je vérifiais, c'est disponible sur la plateforme Max, qui a été lancée il y a pas longtemps. Allez. Ça c'est cool, ils ont pas mal de super films. Ah. Je vais le regarder, ça m'a donné envie. Je l'avais pas vu, donc. Moi je voulais évoquer rapidement Bodyguard, qui reste quand même aussi un film culte, bien qu'il soit un petit peu, c'est un peu comédie romantique, on considère un peu complètement, oui. Mais moi il y a toujours une réplique qui m'a fait marrer dans ce film. C'est un moment où Kevin Costner, je sais plus s'il est dans un bar où il y a une femme qui vient le voir et lui dit j'étais là-bas et je vous dévorais du regard. Et lui, il lui dit retourne là-bas et bon appétit. Cette réplique, j'ai tout regardé. Je m'en souviens pas. Parce qu'elle m'a vraiment fait marrer. Et je crois que c'est là où j'ai vraiment connu Kevin Costner, parce que Bodyguard passait souvent à la télé. Ouais. Et j'étais psy et c'est un film qui reste quand même assez grand public. Ah oui. Et puis il y a Whitney Houston, donc avec la bande son qui est devenue culte. Ça fait partie des chansons les plus célèbres du cinéma. Mais je veux dire, c'est une chose dont on parle. Quand on parle de Kevin Costner, Bodyguard ressort souvent aussi. Vraiment. Effectivement, Robin des Bois assez en priorité, mais Bodyguard aussi, parce que c'était énorme, c'était un succès énorme. Ouais. Oui, Bodyguard, c'est même les albums, Whitney Houston, je crois, fait un de ses plus gros succès avec la bande-son, la bande originale. Honnêtement, Whitney Houston, tu me demandes de citer une chanson, c'est celle-là. Bah oui, bien sûr. Je crois en plus qu'elle voulait pas au début faire ce film. Et on lui a dit, c'est Kevin Costner, elle a fait OK. Je sais pas si c'est véridique, je le dis, alors mes sources, attention, sont le biopic qui est sorti sur elle l'année dernière. Où vraiment son manager est venu lui annoncer, parce qu'elle a déclaré qu'elle voulait jouer dans un film, et elle avait tous les droits de réclamer ça, vu la carrière qu'elle commençait à avoir. Et ils lui ont proposé, du coup, Bodyguard, elle a lu le plus gros du synopsis, elle a dit non, elle a jeté le script et ils lui ont dit c'est Kevin Costner en face, elle a repris le script, elle a dit allez, on y va. Finalement, ça va, c'est bien écrit. Au final, c'est pas trop mal, donc voilà, peut-être, alors si c'est véridique, peut-être que si on avait eu un autre acteur, on n'aurait jamais eu Whitney Houston sur ce rôle. C'était un très beau rôle pour elle, elle était formidable. C'était très, si en plus on lui avait dit que c'était toi qui doublais, elle aurait même pas eu de... Elle aurait viré Kevin Costner pour que ce soit toi qui joue. Je vérifie en direct, on a des secrets de tournage sur Allociné. Et en effet, ils disent que Olivia Newton-John, Madonna, Joan Jett ou encore Janet Jackson ont été envisagés pour le rôle tenu par Whitney Houston. Et c'est Kevin Costner, producteur, qui a insisté pour que ce soit Whitney Houston, par contre. Voilà, encore mieux. Je crois effectivement, d'ailleurs, il l'a prouvé, parce que jusqu'au bout, aux obsèques de Whitney Houston et tout, il était là, il a tenu à parler et tout. Je crois qu'il y avait un grand respect entre eux et voilà, je n'en sais pas plus, mais en tout cas, je pense que c'était une relation forte, très très forte. Je brûle d'envie de parler de Horizon et de Yellowstone, mais on va d'abord faire le quiz de Manon. Jingle oh là quiz là, Manon. c'est quoi ce teasing? Je lance le jingle de Manon. Quiz Manon. Tu veux jouer? Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Stop, qui suis-je? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Ça, Connor. Négatif, je suis une mythe en pull-over. Juste un truc, dans ce générique, il y a une parodie de Julien Lepers, qui est lui-même le sosie de Michael Keaton. Tout est lié. Non, mais le je suis une mythe en pull-over, il me fait rire à chaque fois. Je ne m'habituerai jamais à ce jingle. Oui, j'ai vu un petit message qui est passé, je ne sais pas sur quoi, sur Twitter. Quelqu'un disait à propos d'un film que j'ai doublé, qu'a réalisé Michael Keaton là, récemment avec Al Pacino. Oui, c'est Nox. Nox. Et le mec disait le retour de Julien Lepers. Je n'avais jamais vu cette ressemblance, et maintenant que tu le dis, c'est incroyable. C'est vraiment, sur certaines photos, c'est un truc de fou. Je ferai plus attention sur les prochains films de Michael Keaton que je verrai. Mon quiz que j'avais pas fait depuis très longtemps, du coup j'essaye de me
de me remettre dedans. Mais pour rappeler 5 questions sur 5 rôles de ta voxographie que j'ai choisis, et ça a été extrêmement compliqué de trier parce que je crois qu'il faut faire 36 scrolls sur Wikipédia pour arriver au bout. Oui. Et c'est très douloureux de devoir faire certains choix, mais voilà, je compte sur Thomas pour parler des rôles que je n'ai pas choisis dans son petit jeu à lui. Pardon. Première question, et pas des moindres, sur Robin des Bois, évidemment, vu que c'était un peu mon film phare de Kevin Costner et qu'il fallait bien poser une question sur Kevin Costner. Et je le rappelle, tout le monde peut jouer. Ah. Voilà. Ah, t'as pas l'habitude. Bah non, on dirait que c'est nouveau. D'habitude, c'est... Non, on laisse la priorité à Bernard, évidemment, mais si jamais tu as un petit trou de mémoire, voilà, mes collègues sont là pour t'aider. Je pense que la première question est assez facile. Le désir de vengeance de Robin à l'encontre du shérif de Nottingham commence après le meurtre d'un membre de sa famille, mais de quel membre s'agit-il ? C'est son père. Mais évidemment, c'est son père. Je précise que j'ai des propositions à chaque fois, mais en général, les comédiens, ils répondent cash et ça me fait plaisir. C'est beau. Et j'ai choisi cette photo parce qu'elle est ultra badass avec les explosions dans son dos. Voilà. Non, vraiment, une histoire de vengeance comme on les aime. Le meurtre d'un proche, c'est très triste, mais au moins, ça donne un bon film derrière. Ensuite, Michael Keaton, on en parlait juste avant. Là, pareil, ça a été très dur parce que moi, mon film préféré, c'est Birdman, mais je suis pas sûre que énormément de gens l'ont vu. Je suis pas sûre que ce soit si culte que ça. Oscar du meilleur film, quand même. Oscar du meilleur film, c'est vrai. Mais est-ce que tous les films à Oscar sont cultes ? Je ne sais pas. Celui-là, on peut quand même le mettre dans la catégorie. C'est mérité. Mais du coup, je n'ai pas parlé de Birdman. Ma question n'est pas sur Birdman, mais sur un autre oiseau, sur le vautour. Voilà, attention, transition, s'il vous plaît. C'était pas du tout prévu. C'est pas mal. Ouais, t'as vu ? Et ma question, c'est quelle est la véritable identité, c'est-à-dire prénom et nom du vautour ? Donc si vous êtes fan de l'univers Marvel, vous devriez trouver. Et sinon, j'ai des petites propositions. Mais quel est le prénom et le nom du vautour ? Alors, c'est le père d'une des petites amies de... Il n'est pas Mary Jane. Non. Moi, j'y connais rien. C'est le père de sa première petite amie, ça je le sais. Mais est-ce que c'est Gwen Stacy ou... Non. Non, je sais pas. Alors, je vous donne des propositions. Vas-y. Est-ce que c'est Alexander Troy ? Est-ce que c'est Andy Thompson ? Est-ce que c'est Adrian Toomes ? Ou est-ce que c'est Albert Tillman ? Moi, je l'ai. Oui. Est-ce que tu l'as ? Non, je ne réponds pas, puisqu'il est là. Adrian Toomes. Exactement, j'espère que je l'ai bien prononcé. Ça m'a fait un petit tilt. Mais les fans du MCU vont nous détester, là. C'est pas grave non plus, là. C'est pas... Bon, Alors pareil, une superbe photo d'illustration, mais alors je n'ai aucune idée de pourquoi il a le casque d'Iron Man entre les mains. Voilà. Je n'ai pas suffisamment de connaissances pour ça, donc... On laissera les fans du MCU nous dire ça. Ok, super. En tout cas, il a un beau manteau à fourrure, ou à poil à plume de vautour, je sais pas, mais voilà. Il a quand même une certaine classe. Il a tué des vautours, il en a fait un manteau. C'est ça. Et justement, d'ailleurs, il y a une très belle scène qu'on va sûrement refaire en redoublage après. La scène où il est dans une voiture, il s'adresse donc à Peter Parker, et il lui dit attention. Je t'ai grillé. Ouais, tu t'es grillé, tu bouges une oreille, je te tue toute ta famille. Mais quel homme délicieux. Mais passe une bonne soirée avec vas-y, profite. C'est une très bonne scène, effectivement. Troisième question, on a parlé de Jeff Goldblum, qui est un acteur que j'aime beaucoup aussi, et je ne sais pas que tu l'avais doublé quand même à plusieurs reprises, et notamment dans Independence Day. Je crois que c'est un des seuls films de Goldblum que j'ai vu avec La Mouche et Jurassic Park. Voilà. mais mes connaissances des acteurs, des acteurs cultes des années 80-90 est très limitée, et c'est vraiment dommage. On est là pour ça. Exactement. Et du coup, la question, quel est le métier, et attention, exact, de notre cher David Levinson ? C'est un titre bien spécifique, attention. Mais je vais vous donner les propositions pour vous aider. Est-ce qu'il est physicien théoricien ? Est-ce qu'il est analyste informaticien ? Est-ce qu'il est ingénieur radiotélescopique ? Ou est-ce qu'il est consultant à la Maison Blanche ? Il n'est pas consultant. Moi, je dirais... Physicien, c'est dans Jurassic Park. Non, Jurassic Park, c'est chaoticien. Excuse-moi. Mais tu peux me redire les trois points. Physicien, théoricien, analyste, informaticien ou ingénieur radiotélescopique. Un des deux premiers, moi, je dirais. Moi, je dirais le premier aussi. Ouais. Premier ? Allez. Moi, je tente le radiotélescopique. Ouais, bien joué. Non, je rigole, c'est faux. Il est analyste informaticien, vous avez tous les trois faux. Ah ouais, d'accord. Et physicien théoricien, je l'ai shippé dans The Big Bang Theory, c'est le métier de Sheldon Cooper. Voilà, comme ça, vous savez où je pioche mes inspirations. Voilà, non, il est analyste informaticien. C'est très pointu. Très pointu. Mais heureusement qu'il était là, parce que c'est un peu lui qui sauve la mise, quoi. Il a fait attraper froid aux extraterrestres. C'est pas rien, Donc, non, j'adore cet acteur.
acteur et je le trouve vraiment exceptionnel et il est très beau. Il est très très beau, voilà. C'est très important de le préciser. Et là, c'est mon coup de cœur à moi. Alors, juste avant, vas-y, je pensais, Thomas a rencontré Jeff Goldblum d'ailleurs. Oui. C'est vrai ? Pour Thor Ragnarok. Est-ce qu'il était beau comme ça ? Il était un peu plus âgé, quoi. Mais... On va dire qu'il a du charisme. Ah ouais, non, mais il est très... j'ai envie de dire bizarre, mais pas... il est très marrant. Enfin, je sais pas comment dire. On sent qu'il est pas sur la même planète que nous. Exactement. C'est vraiment ça. Mais en même temps, hyper sympa, hyper avenant, mais... Ouais, c'est un acteur fou. Hein. Ouais, il part tout le temps. Je viens de le doubler dans une série là qui s'appelle Chaos, je crois. Oui, c'est génial. Je l'ai pas encore commencé. Qui est formidable. J'ai trop hâte de la voir. Où il joue Zeus. C'est pas rien. Faut voir. Ah non, vraiment, il se lâche, c'est incroyable. Zeus autour d'un barbecue, c'est la seule photo que j'ai vue de lui. Il est en train de faire des grillades. Non, mais la série, là, c'est vraiment bien. Vraiment très, très bien. Voilà, ce sera la reco du jour. Quatrième et avant-dernière question sur un rôle que j'adore et qui était immanquable, et j'ai saoulé toute l'équipe vidéo pour qu'on te le mette en redoublage. C'est Karl Mayer dans Desperate Housewives. Voilà, le mari de Suzanne, qui est, je pense, le personnage parmi les plus détestables, mais que j'aime de tout mon cœur. C'est le personnage qui est vraiment horrible, mais que personne ne peut vraiment détester. Il est tellement voilà. Enfin voilà, bon bref. Qui est joué par Richard Burgi. Joué par Richard Burgi, exactement. Et je ne peux pas le voir autrement qu'en Karl Mayer. Je ne l'ai vu dans aucun autre film. Et voilà, Charles Burgi n'existe pas. Richard Burgi n'existe pas. Il a été révélé dans une série que j'aimais beaucoup, The Sentinel. Ouais. J'ai hésité, mais comme je n'ai pas vu Sentinelle, c'était une très bonne série popcorn. J'adorais ça, les années 90. Il a joué dans beaucoup plus d'épisodes de The Sentinel que de Desperate Housewives, mais comme voilà, c'est mon adolescence. Mais il est marquant dans Desperate. Oui, non, c'est vrai. C'est la première fois où je l'ai doublé. Effectivement, c'est dans Sentinelle, il y a eu 6 ou 7 saisons, je crois. C'était une série qui a marché très bien. Ouais. Et bon, attention, spoil, mais il y a prescription. La série est sortie il y a 20 ans. Je pense que j'ai le droit. Tu peux spoiler. Allez. Tu vas me spoiler. Ouais, attention, en plus c'est un gros spoil. Hein. Dans quel événement tragique de la série Karl trouve-t-il la mort ? Attention. Ah bah, je peux pas t'aider. Il meurt. Je n'ai pas vu cette non mais série. attends, quand tu vas entendre les propositions, tu vas te rendre compte qu'il se passe énormément de choses dans cette série. Parce que ce sont tous des événements qui se sont produits. D'accord. Je crois savoir. Mais... Il est mort dans l'un d'entre eux. D'accord. Est-ce qu'il est mort durant le passage d'une tornade sur la ville ? Lors d'une prise d'otage dans un supermarché, lors d'une manifestation dans la rue devant sa maison ou dans le crash d'un avion sur le quartier. Ah ouais, d'accord. Faut pas Moi, je sais, mais voilà. bon. Eh ben, si tu sais, honneur à Bernard. Ouais. Dans le crash d'un avion. Oui, il se prend un avion sur la figure. Voilà, ce qui n'est pas rien et ce qui est quand même une mort très très classe. Alors qu'il était juste allé chercher son courrier. Alors, non, je vais même te préciser, alors qu'il était en train de se battre avec l'ex de sa future femme dans une cabane de Noël. D'accord, ah oui, c'est qui est très précis. Mais j'ai vu cette scène un milliard de fois. Et le pire, c'est qu'il meurt, ce qui m'a rendu très triste. Mais même dans la mort, il arrive à emmerder son ex-femme en lui léguant des parts dans un club de striptease. Voilà. À la base, je voulais poser cette question, mais je me suis dit, c'est idiot parce que vu qu'il est mort, tu n'as pas vu cet épisode, donc tu ne pouvais pas savoir. Donc voilà, je te l'annonce, il lègue des parts dans un club de striptease à son ex-femme, du coup. Le personnage était drôle. Le personnage était très très drôle et très attachant, alors que c'est un énorme queutard qui a trompé toutes ses compagnes. Voilà, c'est vraiment c'est un gros lourd, on peut le dire. C'est vraiment un macho. Mais voilà, mais il est tellement drôle que je crois que personne ne le déteste. C'est pas possible. Mais voilà. C'est souvent les bons personnages qui sont justement écrits comme ça, qui ont des... il est sympathique. Oui, il est sympathique. Puis un peu paumé aussi, des fois. Oui, c'est pas... Puis il se fait remballer, donc voilà, ça va. La morale est sauve, du coup. Mais il ne méritait pas de se prendre un avion dans la tronche pour autant. Hein. Personne ne mérite ça. Personne ne mérite un avion dans la tronche. C'est vrai. Et dernière question sur un dessin animé cette fois, enfin sur une série d'animation, la bande à Picsou. Je ne savais pas que tu as dedans. Oui. Alors plusieurs personnages, mais notamment le personnage d'Arsène, qui est le majordome. Oui, absolument. Voilà, de Picsou, sur 4 années, entre 2017 et 2021, donc c'est pas rien. En plus, un personnage aussi culte, d'un univers aussi culte, j'ai envie de dire. Et là, pareil, question facile pour finir. À quelle espèce d'animal appartient Arsène ? Quel animal est-ce que c'est ? Arsène, je me souviens plus. Je crois savoir.
Ah ouais? C'est pas un chien? C'est un chien. Un chien. Ouais, Oui, c'est ce que tout je- à fait. C'est un chien. Il a le même Oui, design bien que sûr. Dingo. et tout Oui. ça. Oui, Ouais. bien sûr, c'est un chien. Voilà. J'aurais dit ça aussi. La photo. Ah oui, et du coup, ce qui est très classe, c'est que le personnage meurt, mais il revient en fantôme. Oui. Donc je pense Absolument. que c'est assez rare de doubler un personnage qui meurt et de continuer à le faire quand même, d'avoir la chance de le voir revenir en fantôme, donc c'est plutôt cool. Mais oui, c'est un chien, et même dans la mort, il est serviable, et ça c'est beau. Ah, ça c'est beau. Il Voilà. peut plus porter les plats, du coup. Il ne peut... Je ne sais pas, je n'ai pas été jusque-là, je pense qu'effectivement, mais il ne peut plus porter les plats, mais il doit être de très bons conseils. Voilà. C'est tout l'intérêt d'un majordome, j'ai envie de dire. Bah, à vous trois, bravo. Vous m'avez trouvé toutes les réponses, sauf pour le physicien, théoricien, analyste, informaticien, c'était... Ah ouais, là, c'était... C'était Mais pointu. c'était pointu, je reconnais. Ah ouais. J'ai été un petit peu méchante. Et si on m'avait dit que tu glisserais une petite question sur Picsou, Ah, non, mais c'est parce que j'adore pas j'ai à cœur j'ai à cœur dans mon quiz de passer sur tous les formats. Donc, oui, c'est vrai que l'animation... on a fait 3 films parce que c'est quand même des acteurs tellement cultes que je pouvais pas passer à côté. Une série coup de cœur et un petit truc d'animation quand même. C'est parfait. Toutes les cases sont parfait. cochées. Ah, merci beaucoup. Je suis parfaite. Absolument. C'est pas la modestie qui l'étouffe. Non, du tout. Appelez-moi Karl Mayer. Du coup. Alors avant de passer au deuxième quiz, donc la box de Thomas, je voudrais qu'on revienne sur l'aventure Horizon. Il me semble que tu as doublé déjà les 2 premières parties. Ou est-ce que c'est Non, la deuxième est pas j'ai encore doublé le premier. Premier, ok. On devait doubler le second dans la foulée. Ouais. Et puis, vu la sortie catastrophique aux États-Unis, ils avaient même envisagé de ne pas le sortir. Ouais. La deuxième partie. Et donc, comme le film a été sélectionné, tant mieux pour Kevin, à la Mostra. Voilà, donc tout ça. Et puis, c'était surtout un très gros carton en streaming. Donc, voilà, mais c'est pas vieux, hein, je le sais depuis quelques jours. Hein, on devrait faire la deuxième partie, enfin le doublage de la deuxième partie à la fin du mois, ou enfin début du mois d'octobre. Oui, Voilà. je confirme, je suis en liaison avec les attachés de presse qui s'occupent de la presse pour Horizon 2. Et ils nous ont confirmé que le film va sortir, mais ils n'ont pas encore la date de sortie, Ouais. mais ça va sortir. Je peux spoiler totalement parce que l'émission sortira, je pense, au moment où Horizon 2 sortira. Ils nous ont proposé une interview de Kevin Costner que je vais faire vendredi, donc 2 jours. Ah, Je vais rencontrer Kevin Costner en visio d'accord, pendant 10 minutes. super. Et justement, je trouvais que c'était la coïncidence était assez drôle Ouais, c'est... de faire de Ouais, rencontrer c'est- le 4, ouais, ensuite de rencontrer ouais. Kevin Costner. Et on a pensé un petit truc, on te dira ça après, restez connectés. On a pensé un petit D'accord. truc. Et justement, j'avais une question. Toi, tu l'as jamais rencontré ou... Non. D'accord. Non, je l'ai jamais rencontré. Ça a failli se faire une fois où il était venu. Il avait un groupe à un moment, un groupe Oui. de rock. Oh. Et oui. Et il est venu chanter à la Cigale, je crois. Et il y avait, il y avait une soirée et bon. Il était possible d'organiser quelque chose, mais je tournais ce jour-là. Donc quoi, je tournais très tard, et donc a priori c'était pas possible d'organiser quelque chose. Donc je tourne, je finis plus tôt que prévu, relativement tôt. Donc je me dis je vais essayer d'aller au concert. Donc j'y suis allé. J'ai pu trouver une place que j'ai achetée sur quelqu'un qui la revendait sur le trottoir. Et puis je suis entré et voilà. Donc c'était pas du tout organisé. Je me suis dit après bon, comme quand je vais voir des potes au théâtre, je vais aller essayer. Oui. Mais bon, c'est une star. Donc il y avait 200 personnes qui étaient à la porte, qui voulaient rentrer à tout prix. Donc voilà, je suis parti très discrètement. Et puis voilà. Mais donc je ne l'ai pas fait, non, mais ça pourrait se faire, mais c'est vrai que bon, ça s'est pas fait. Nous, on a un format, on a essayé justement des fois, on essaye de faire rencontrer les voix françaises avec leurs homologues américains. On avait fait ça avec Mike Dara et Whoopi Goldberg. Martin Lawrence avait rencontré aussi Lucien Jean-Baptiste. Oui. Et on essaye de le faire. C'est vrai que c'est compliqué parce que Mike Dara m'en avait parlé effectivement de cette rencontre. Ouais. Et mais c'est un peu. Pas toujours si. Non, c'est pas si évident que ça parce que je pense. Enfin, moi, je parle pour moi, par exemple. Il représente énormément pour moi de choses.
Kevin Costner. Voilà, d'abord c'est une big star, en plus j'ai l'impression de le connaître sans le connaître, mais je connais ses tics d'acteur, la façon dont il aborde les situations et tout, donc je le connais bien, mais je le connais pas du tout. Et pour lui, je suis rien. Je veux dire... il a une voix française, il a une voix allemande, il a une voix turque, j'imagine. Enfin bon, bref, qu'est-ce qu'on est pour eux Voilà, donc je me demande dans quelle mesure la rencontre va se faire à un niveau... alors c'est possible, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un du très humain. Vu tout son parcours, je pense que c'est quelqu'un de très très généreux et très humain. Mais voilà, il faut que la rencontre se fasse à ce niveau-là. Je pense que ça s'est fait avec Patrick Poivet, je crois, qui a rencontré Bruce Willis et voilà, ça a été une soirée mémorable. Mais bon. Voilà, c'est pour ça que je suis pas non plus, je cours pas spécialement après ça, quoi. Je serais touché de le rencontrer parce que c'est effectivement un personnage, enfin une partie importante de mon métier. Voilà, tout ça. Mais voilà. Mais non, ça s'est pas fait. Mais je vous dis, d'un autre côté, c'est un peu rentré dans une réalité, casser le mythe, enfin voilà. Oui, quoi. Je comprends. Mais nous aussi, on ressent un peu ça d'ailleurs quand on a l'occasion de rencontrer des comédiens qu'on admire. On est un peu quand même circonspect parce qu'on se dit ça va peut-être casser un truc. Si jamais ça se passe mal, mais ça se passe très rarement. Ça se passe très, la plupart du temps, à 99% des fois, ça se passe très bien. Et du coup, c'est des très bons moments. Mais oui, il y a toujours ce petit truc de se dire c'est quelqu'un qui m'a accompagné toute ma vie. Est-ce que le moment va être à la hauteur de... Voilà, exactement. Ouais. Pas pour rien qu'on dit ne rencontrez jamais vos idoles. Hein. Ouais. Mais après, en les rencontrant, en fait, finalement, t'as plus d'idoles parce que tu te rends compte que c'est des gens. Oui, mais nous, comme nos idoles, c'est des comédiens de doublage qui sont humbles et voilà, on n'a jamais eu de déception à ce niveau-là. Soyez fan de doublage, vous serez là-dessus. Moi, si on m'avait dit, je crois que je te l'avais dit quand on s'était rencontrés en convention, si on m'avait dit, tu as le choix, tu rencontres Bernard Lano ou Kevin Costner, je rencontrais Bernard Lano. Oh. Oui, mais non, mais c'est vrai. Vraiment. C'est vrai. Une chance pour nous parce que, je suis content de le rencontrer. Vous êtes beaucoup plus accessible que. Faire fondre. Et au final, les deux dans la même semaine. Les deux dans la même semaine. C'est bien, vous lui ferez mes amitiés. Oui, justement. Voilà. Je pensais lui en parler un peu, lui poser une petite question. Et je reviens sur la rencontre des acteurs. Enfin, on parlait de Patrick Poivet avec Bruce Willis. Il y avait eu une anecdote qui était sortie il y a longtemps, c'est qu'ils s'étaient rencontrés, ils étaient même devenus amis. Et Bruce Willis lui avait dit « Si j'avais ta voix, il y a longtemps que j'aurais eu un Oscar. » Et ça, c'est beau quand même. Parce que, oui, ça, c'est très beau. C'est un niveau d'humilité pour qu'un acteur américain se dise ça à sa Et c'est pas complètement faux. Et c'est pas complètement faux. Parce qu'il a pas une voix terrible, Bruce Willis. Hein, non, Patrick lui apporte tellement quelque chose d'exceptionnel que... Voilà, donc c'est beau. Ouais. Oui, il y apportait une insolence, et un petit côté, en plus un petit côté franchouillard, faut le dire, dans ce côté, mais qui collait parfaitement, quoi. Non, c'est sûr. Ça donnait du relief, je trouve. Et tu parlais tout à l'heure des petits tics de Kevin Costner, et en regardant la série Yellowstone, j'ai l'impression que tu te fonds à travers ce personnage-là. Il y a le moindre reniflement, tu le tiens, il est là, quoi. Le moindre petit, voilà, il renacle, la moindre petit truc, tu l'as. Et je trouve ça complètement fou. Enfin, sur Yellowstone, c'est une particularité de Kevin Costner. Les gens ne le voient pas forcément parce que c'est très très discret, mais c'est très souvent, très souvent. Ouais. Et ce truc-là, je trouve que ça, en fait, voilà, t'es dedans. Tu te dis pas, tiens, tu regardes plus la voix, t'es dans le personnage, t'es dedans. Tu te dis pas Bernard Lano double Kevin Costner. Le personnage existe et t'es à fond dans la série Yellowstone. C'est une série incroyable. D'ailleurs, je vais lui poser la question, je vais lui dire Kevin, faut que tu finisses. Parce que, apparemment, c'est un peu chaud avec le créateur Taylor Sheridan. On n'a pas encore doublé la fin. Et je crois que sur la dernière série, il reste 4 ou 5 épisodes. Et mais est-ce qu'il est dedans ? Moi, c'est ma question. On ne sait pas. On est fan non, avec Vincent, on sait pas. Mais sur ce qu'il a déjà tourné, il a déjà tourné. Il y a vraiment une série qu'on n'a pas encore tout à fait terminée. On va le faire, là, je crois. Moi, j'attends la suite avec. C'est censé arriver en novembre. Hyper impatient. En tout cas, on voit passer beaucoup d'acteurs qui sont censés entrer dans la série. Alors, est-ce que c'est du... Je ne sais pas. Ça va peut-être dépendre d'Horizon aussi. Hein. Oui. C'est ça, c'est que Horizon... moi, j'ai eu la chance de voir le 2, d'ailleurs. Ouais. Avant de faire Moi, j'ai pas vu encore.
Moi, je trouve ces films incroyables, vraiment. Ah ouais. Il faut aimer le western. Mais honnêtement, C'est- si vous aimez le western, allez-y, parce que moi j'ai vu que le premier aussi, hein, mais pour moi c'est un des meilleurs films de l'année. Hein. Vraiment, il y a aucun souci là-dessus. Vraiment, c'est dommage que les gens peut-être n'ont pas entendu parler du film, j'en sais rien. En France, ça a pas trop mal marché. Ah ouais. Oui, ça a pas mal marché, mais c'est vrai que aux États-Unis. le western aujourd'hui, enfin, je veux dire, je pense que sur toute une génération, ça parle pas forcément, je crois. Ouais, mais Yellowstone, ça cartonne. Hein. Enfin, c'est pas. Oui, mais c'est un pas vraiment un western. western. c'est- Là, Horizon, c'est vraiment au western classique, Oui, canadien, oui. vraiment. Complètement. Non, moi je trouve que le film est bon aussi. Hein. Je trouve qu'en plus sa réalisation est forte. Je trouve que toute la deuxième bobine, là, quand il y a l'attaque de la caravane, est vraiment magnifique. C'est superbe. Et ce que j'aime beaucoup dans son regard, c'est pour ça que je parlais de générosité tout à l'heure, c'est que même dans la violence, je trouve que son regard porté sur la violence est humain et beau. C'est jamais gore. Oui, ça pourrait être gore, ça pourrait être trash, et c'est humain, c'est vrai. Je trouve qu'il porte une attention aux personnages. D'ailleurs, ces acteurs sont magnifiques, je trouve. Ah oui, complètement. Ils sont magnifiques, c'est des gueules, c'est des personnalités. Il les sert bien. Donc, je trouve ça, c'est vraiment ça augure bien de ta rencontre. Oui. J'ai plein de choses à lui demander. Bon, en 10 minutes, c'est pas comme là où on peut étaler. Il faut aller droit au but. Peut-être qu'il fait des réponses courtes et que t'en auras même beaucoup trop, tu vois, de temps. On verra. Bah, s'il dit yes juste pour Yellowstone, moi ça me va. Ça peut aller très vite. Je lui poserai la question à la fin. J'ai pas envie de l'énerver. Je sais que peut-être il y a des conflits avec le créateur de la série et que oui, ça n'a pas l'air de se passer très bien. Ouais. Et que oui, on espère aussi qu'il pourra faire tout ce qu'il a envie de faire sur Horizon. Il veut faire le 3 et le 4. Le 3, je crois, est quasiment fini. Ah oui. Ouais. Et dans le 2, comme dans le premier, on voit une petite bande-annonce du 3. Et il y a de ce qu'on nous montre, beaucoup de choses tournées déjà quand même. Donc peut-être le 4e est peut-être un peu plus en suspens par rapport au succès qu'il aura. Après, peut-être qu'il peut le vendre à des plateformes finalement. Mais c'est du grand cinéma, donc j'espère vraiment que ça continuera de... Oui, c'est fou en fait, c'est un gros succès en streaming, en vidéo et tout. Enfin, c'est marrant parce que c'est vraiment un film pour grand écran. Ah oui, complètement. Puis dans le deuxième, il pousse encore les curseurs plus loin au niveau des thématiques. Il y a des personnages féminins encore plus forts, je trouve. Et les personnages féminins sont beaux, sont vraiment beaux. Ouais. Mais toujours chez lui, je trouve. Oui. Toujours. Que ce soit dans Postman, que ce soit bien évidemment dans Danse avec les loups. Les personnages je parle des films qu'il a réalisés. Les personnages sont vraiment... féminins sont vraiment forts. Complètement. Bien, je pense que maintenant on va pouvoir passer à la petite Darbox de Thomas, enfin petite. On va essayer d'aller vite. Je lance ton jingle, c'est la Darbox. Ton nom c'est quoi, piéton? Qui es-tu? Dis-moi plutôt qui tu es. Et c'est parti pour la Darbox. Est-ce que tu te souviens de la Darbox qu'on avait un peu fait en convention, à The Next Convention, il y a 1 an et demi? Pas vraiment, pour être tout à fait honnête. Tant mieux, parce qu'il y a des répliques qui vont se retrouver, donc on va pouvoir rejouer. Ça fait 1 an et demi, donc il y a prescription. La Darbox, c'est un hommage à Richard Darbois, et c'est un jeu qu'on a créé, en fait, donc, quand il est venu nous voir il y a 2018. Déjà. 2018. Donc ça fait longtemps. Et le jeu est très simple. J'avais pris des répliques de sa voxographie, film ou série. Il fallait qu'il retrouve dans quel film ou série. D'accord. Et évidemment, j'ai fait la même chose avec ta carrière. D'accord. Il y en a beaucoup. Vous m'arrêtez quand vous en avez marre. Ça va être dur. Non, il y en a des plus faciles que d'autres et il y en a évidemment des plus pointus. Donc, évidemment, tu as la priorité. Si jamais tu ne trouves pas, tout le monde peut essayer de trouver. Vraiment d'un buzzer. Mais quand on avait fait ça, c'est vrai. Quand on avait fait ça, je crois qu'il y avait des gens dans le public qui avaient répondu bien avant moi. Et les gens du public étaient incroyables. Moi, j'étais soufflé par le. Il y a des répliques qui trouvaient en 2 mots, c'était tout. On va voir si vous êtes au même niveau. La première devrait être pas très compliquée. Si quelqu'un est prêt à sacrifier sa vie pour commettre un meurtre, rien ne l'empêchera. Wow. Peut-être que j'en ai une deuxième du même film, puisque c'est un film. Je veille sur votre vie, pas sur votre garde-robe. Oh bah Robin des Bois. Non, c'est... Il y a un côté très à Lady Marianne, tu vois. Ah oui, d'accord. Pour ça. Mais c'est Kevin Costner, en tout cas. Bodyguard ? C'est Bodyguard. Tout simplement. La deuxième était... Oui, était plus parlant. Avec plus d'indices. Il y a des indices, normalement, dans les répliques. J'enchaîne avec cette réplique.
Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Des cellules graisseuses? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Ça, c'est Dennis Quaid, c'est l'aventure intérieure. L'aventure intérieure, Dennis, on n'en a pas encore parlé, mais je sais que Vincent... en parler. Je vais en parler, parce que c'est juste un de mes films préférés all time. J'ai découvert quand j'étais tout petit. Je trouve qu'il est... Enfin, ce film, c'est un film de SF où Dennis Quaid est miniaturisé et il est injecté dans le corps d'un homme. Et ils vont communiquer comme ça. C'est un homme hyper timide, hyper hypocondriaque. Et lui, il va lui permettre un peu de se lancer, de vaincre un peu son côté timide, etc. Et je trouve ce film incroyable. C'est je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de remake. C'est un film formidable. Je crois que c'est la première fois que tu doublais Dennis Quaid. Oui. 87. C'est la première fois que je doublais Dennis Quaid et c'est la première fois que je doublais un 35. Ah, carrément. Enfin, la première fois avec un rôle, quoi, je veux dire, avec le rôle. Hein. Donc, et la première fois que tu doublais un personnage dans le corps d'un autre personnage. La seule et unique fois. C'est vrai que c'est pas anodin, ça. À part Il était une fois la vie. Non, mais c'est vraiment. Non, mais c'est un très très bon film. Ouais. Il a eu l'Oscar, il me semble, des meilleurs effets visuels. C'est fou, c'est un film de Joe Dante, un réalisateur qui a un peu disparu justement après avoir fait pas mal de films. Il a fait Gremlins, etc. Et je trouve ça dommage parce qu'il n'a pas voulu se conformer un peu au carcan hollywoodien. Il aimait beaucoup sa liberté et du coup malheureusement il a un peu disparu. Mais ce film-là, petit classique de l'époque. Il est parti qu'avec des chefs-d'œuvre du coup. C'est peut-être mieux. Oui, en tout cas il a une bonne carrière. Pas que sur certains, mais il a fait Small Soldier aussi, qui est un très bon film. Ah oui, Small Soldier, c'est génial. Mais l'aventure intérieure, quel film. Moi, je le regarde souvent et c'est toujours le même plaisir. C'est trop bien. Il nous en reste quelques-unes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas Jusqu'à maintenant, tout va bien. Alors, cette unité est nouvelle et vous en êtes les nouveaux membres. On vous a choisi sur la base de l'intelligence et de l'aptitude. C'est une unité d'élite. Notre boulot consiste à écraser ou à perturber modérément le crime organisé dans cette ville, en coopérant largement avec le FBI, représenté aujourd'hui par l'agent... L'agent... T'as le nom? L'agent... c'est celui-là. Parce que je sais que Vincent est fan là aussi. Oui, je l'ai pas du tout. J'ai revu le film il y a pas longtemps. FL... Non, putain, je l'ai pas. Frank Lazio. Oui, voilà, qui est joué par un des frères de Mark Wahlberg. D'accord. D'ailleurs, je te fais confiance là-dessus. En tout cas, c'est un acteur qu'on n'a pas beaucoup, qu'on n'a même pas abordé, je crois pour l'instant. Grand acteur aussi. Oui. Alec Baldwin. Alec Baldwin, ah oui. Dans un film Les Infiltrés. Culte. Les Infiltrés. De Martin Scorsese. Ah oui, justement. Bon, oui, non, ça, alors là, j'aurais pas trouvé. Hein. Ouais, c'est pointu. Hein. Moi, j'aurais trouvé à partir du moment où tu as dit que Vincent était fan. Mais ouais, sinon, c'est vrai qu'il y avait cet indice-là. Les Infiltrés, seul Oscar de Scorsese. Ouais. Mais mérité sur tellement d'autres films. Ouais. J'enchaîne. Il faut se battre, mais avec la seule arme que tu ne posséderas jamais, le courage. Oh, la punchline. Ça me parle. Ah oui. Ça me parle. Je peux continuer la réplique, si vous voulez. Vas-y. Vous voulez qu'on en finisse? Vous voulez rentrer chez vous? Alors arrêtons de nous déchirer comme des loups et battons-nous, en sachant que le prix à payer sera peut-être lourd. Quant à moi, je préfère mourir que de passer ma vie à me terrer. Oh. J'ai encore la suite. Hein. Je vais devoir biper des choses si je fais la suite. Bip. Bip nous traite de hors-la-loi, mais je dis qu'on est libre. Robin des Bois. C'est Robin des Bois. Le shérif nous traite de hors-la-loi, mais je dis qu'on est libre. Le mot hors-la-loi. Robin des Bois, prince des voleurs, et évidemment. Et est-ce que c'est peut-être tu parlais d'un discours oui, c'est peut-être cette scène. Oui, il est sur un tronc d'arbre. Il parle à tous les. Oui. C'est sûrement la même voilà, scène. C'est mes essais, oui. Jour important. Ah oui. Ok, j'enchaîne. Dégagez tout le monde, dégagez de la plateforme. Major Mitchell, vous avez un pistolet, vous avez une arme, vous voyez cette boîte de coca au sommet du vaisseau spatial? Est-ce que vous pouvez la dégommer? Allez-y, tirez. Un vaisseau spatial. Désolé, c'est ma faute. J'ai fait des pavés en fait à chaque fois, donc je peux continuer à faire. Je l'ai. Celui-là, c'est Jeff Goldblum. C'est Indépendance Day. Indépendance Day. Vaisseau spatial était un indice. Ensuite, et oui. J'ai connu ton père, et toi aussi je te connais bien mon garçon.
Tu sais, ton père m'a beaucoup parlé de Torocan. Je sais ce que c'est. Ouais, tu sais. Oui, c'est Pulp Fiction. Ouais. Christopher Walken. Alors, Christopher Walken. Il faut qu'on en parle de cette scène parce que moi, je ne la connais pas. Enfin, c'est vraiment un des classiques qu'il faut que je fasse, Pulp Fiction. Et Vincent, quand on a su que tu venais nous voir, a créé une boucle de mail pour choisir tes extraits à redoubler. Et il me dit, et il fait tout un listing et il finit par Christopher Walken dans Pulp Fiction avec le monologue de la montre dans le cul. C'est un Et moi, j'ai dit, je n'aurais jamais cru lire dans un mail professionnel discours monologue sur la montre dans le cul dans ma vie. Et du coup, il m'a envoyé la scène et il se dit. Malheureusement, le fait est qu'on peut pas vraiment la définir autrement. C'est ce qui se passe. Enfin, on le voit pas, mais quelque chose nous dit qu'on va en faire un petit bout. Ça va peut-être revenir. Mais cet acteur est terrifiant physiquement, mais je le trouve incroyable. Est-ce que c'est la seule fois où tu l'as doublé ou c'est parce que... Non. Alors justement, par rapport à votre petit questionnaire sur les voix que tu aurais aimé, pour moi ça a été un truc formidable de faire Pulp Fiction parce que alors là pour le coup, avant d'être dans le doublage, j'étais absolument subjugué par cet acteur. Oui. Christopher Walken, pour moi, je veux dire, je l'ai vu je crois que je l'ai vraiment découvert dans Le Voyage au bout de l'enfer. Et c'est un acteur qui m'a bouleversé, vraiment, mais profondément. Et j'étais... voilà. Et quand... je sais plus comment ça s'est fait, mais bon, quand on m'a proposé de doubler dans Pulp Fiction, j'étais fou de bonheur, et très impressionné. Et j'ai doublé, oui, dans un autre film avec Debra Winger, un peu dans la suite de ça. Je l'ai redoublé peut-être une ou deux fois après, mais j'aurais bien aimé lui alors le doubler. Vraiment. J'aurais bien aimé. Déjà, la scène est mythique, là. Oui, absolument. Ça rentre vraiment dans les grands. C'est vraiment parce que c'est un acteur dont la sensibilité m'a vraiment touché. Bon, il a beaucoup évolué. Hein. Oui. Parce que quand on le voit effectivement, dans Voyage au bout de l'enfer, c'est un être pur, cassé. Après, il est devenu cette espèce de poète méchant, salaud, gore, enfin, vraiment malsain surtout. Mais moi, c'est un acteur qui me touche beaucoup et ça m'amuse aussi d'aller vers ça, quoi, d'aller dans cette direction. Ça marche. Alors... Christopher Walken, ouais. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des souvenirs du moment où tu l'as doublé? Est-ce que tu as fait ça, aller à une prise et c'est fini? Ah non. Alors là, on travaillait. Alors là, c'était un directeur de plateau avec qui j'ai pas beaucoup travaillé, mais qui était très, très, très célèbre à l'époque, qui s'appelait Murcier. Philippe Murcier. Et c'était quelqu'un qui était d'une précision sur le synchronisme, mais hallucinante, quoi. Alors, je peux pas dire. Alors ça, pour le coup, c'est pas une prise. Ça doit être 300 prises. Enfin, ah oui, non, il y a un moment, tu savais plus comment tu t'appelais, quoi. Qu'est-ce que je dis là? Voilà. Donc, autant que je me souvienne, il devait y avoir quelque chose comme 80 lignes dans ce monologue, mais ça a pris un temps. Mais parce que il fallait vraiment être synchrone, mais. Comme jamais, je crois. C'est la première fois qu'on peut dire que c'était de l'enculage de mouche à ce point-là, puisqu'on parle de... Oui. C'est pour ça que Thierry Desroses rentrait chez lui en pleurant le soir, qu'il disait sur Pulp Fiction, alors qu'il ayant l'impression d'être nul. Oui, pour Thierry, c'était son premier doublage sur Samuel L. Jackson. Son premier doublage tout court. Son premier doublage tout court. En plus, oui, premier doublage tout court. Mais c'était fou, parce que tout d'un coup, tu es acteur et bon, tu mets tout ton cœur à interpréter, à jouer. Oui, non, là, la labiale, le P n'est pas très en place. Donc on va et au bout d'un moment, effectivement, mais le résultat est très très bon, hein. Donc voilà, mais non, ça n'a pas été une prise. Petite précision sur Thierry Desroses, il avait doublé avant, en 92, dans Alien 3, un personnage qui est joué par Gary Dourdan. C'était son premier doublage, mais c'était un petit... D'accord. Bravo. Mais Pulp Fiction est son premier vrai grand rôle. Ouais. Donc, pointu. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Alors, il nous en reste quelques-unes. J'enchaîne. T'as déjà voyagé dans une machine à remonter le temps? Dans quoi tu crois qu'on est, là?
Tu regardes les choses au premier degré. Ça, c'est une machine à remonter le temps du XXe siècle, tu vois. Je suis le capitaine et toi, t'es le navigateur. Je connais ça. Devant nous, c'est l'avenir. Regarde Moi, j'ai pas la réponse, donc Devant nous, c'est l'avenir et derrière nous, c'est le passé. Si la vie va trop lentement et que tu as envie de te projeter dans l'avenir, tu appuies sur le champignon. Oui, bien sûr. Ah, oui. On en a parlé. Oui. Un monde parfait. Un monde parfait. Un monde parfait. Très belle scène. Oui. Et j'en avais plusieurs, mais ça va dans le sens que tu disais tout à l'heure. Il lui a un peu la liberté. Exactement. Ah, j'en ai une un petit peu... Alors, je sais pas s'il y a une... Peut-être, alors pour la régie, je le dis, celle-là, vous pouvez ne pas l'illustrer et passer pour la prochaine, en sauter une, quoi. Pardon. Parce que celle-là, je suis pas sûr de l'avoir sourcée. Alors, je vais biper pas mal de mots, mais c'est un hors-série. Mesdames, messieurs, bienvenue au musée BIP, consacré aux premiers citoyens de BIP, au plus grand héros de l'Amérique, le seul, l'unique BIP. Bien sûr, nous connaissons tous la légende, mais l'homme, qui est-il ? Apprenez comment BIP est devenu l'un des hommes les plus riches et les plus puissants d'Amérique. Revivez l'étonnante saga de la famille BIP, à commencer par l'arrière-grand-père BIP, le tireur le plus rapide de l'Ouest. Voyez comment, parti de rien, une visite au champ de course fit de BIP, le jour de ses 21 ans, un millionnaire. C'est pas Dennis Quaid, ça ? Non. Je sais pas, c'est un gros indice, mais je ne sais pas qui est l'acteur, et je ne sais pas s'il y a un acteur. Ah ! C'est une voix, vraiment. Ah, c'est une voix off. C'est récent ? Non. C'est pas un film récent ? Non. Ah, c'est pas mal. Mais ça me dit quelque chose, en tout cas. Ah oui. Oui, moi aussi. Ça dit quelque chose à tout le monde, c'est sûr. Non. C'est pas American Dreams, non. Non. C'est plus vieux que ça, je dirais. Attends, après, si je vous débip, ça débip en 1. Ah ben non. C'est le même à chaque fois. Ah d'accord, ok. Et c'est un des acteurs dont on a parlé. Non, c'est pas. Ah non, c'est une voix et je ne sais pas de qui fait la voix en original. Mais ça me parle, ça. Ah ouais, mais c'est cultissime. C'est une des plus grandes sagas du. Oui, je crois que je sais. Alors là, c'est pas du western, si. Ah, ça le devient. Oh là, c'est trop compliqué. Ça l'est pas à la base. D'accord. Ah, tu nous cales là. Vous allez être très énervé. Vas-y. Mais en même temps, c'est très difficile à trouver. Mais bon, il s'agit de Retour vers le futur 2. Ah. Et tu fais la voix du musée Biff Tannen. Absolument. Ah, ça c'est super ça. Ça tu l'as. Je suis pas mécontent. Effectivement, mais tu n'avais pas quand on s'était vu, tu n'avais pas fait ça. Ah, c'est possible. Ouais, je sais plus. Vraiment et c'est peut-être là que quelqu'un dans le public a trouvé direct. Oui, je crois. Parce qu'ils sont franchement impressionnants. Mais bon, voilà, je suis bien content de vous avoir calé là-dessus. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai que effectivement, je sais qu'on a évoqué ça il n'y a pas longtemps, donc je pense que c'est ça. J'avance vite parce qu'après, moi j'en ai quelques-unes encore, j'aimerais bien les faire, mais on va se limiter. Impressionnant, il n'y a pas un mot de vrai dans cette phrase. Première leçon, viens t'asseoir ici en tailleur. La BIP n'est pas un pouvoir qu'on acquiert, il ne s'agit pas de soulever des rochers. C'est l'énergie qui relie toutes les choses entre elles. Une tension qui maintient l'équilibre au sein de l'univers. Personnage culte, saga culte, là encore. C'est Skywalker, ça. Yes. Luke Skywalker, Mark Hamill, Star Wars épisode 8. Ah, excusez-moi. Ah oui, quand même. Voilà. J'enchaîne. Tu as aimé chaque instant passé avec moi. Mais si c'est vrai, et en plus c'est réciproque. Parce que pour tout te dire, j'ai en face de moi la femme la plus fascinante que j'ai jamais rencontrée. Oh. Non, c'est faux, je le vois dans tes yeux. Tu veux que je m'approche de toi, que je te prenne et que je t'embrasse jusqu'à ce que tes jambes vacillent. Oh, la phrase de Lover. Oui. C'est un film de Lover. C'est un film de Lover. Baldwin. Une série de Lover. Ah, une série. Ah bah c'est Karl Mayer. Mais oui. Bah oui, quand il essaye de récupérer Suzanne. Bon, tu m'as fait peur. Non, excuse-moi. Oui, tu m'as fait peur pour toi. Tu n'as pas le profil du macho. Non, tu n'as pas pour jouer en fait. Je n'ai pas entendu comme ça. J'ai entendu quelque chose de romantique, voilà. Ouais, il faut que je m'entraîne alors. Voilà. J'étais tellement convaincu. Tout d'un coup, je pensais à Baldwin s'adressant à Basinger. Ah oui. Voilà. Non. Il nous en reste 4. Je vais aller vite. Allez. Tu veux entrer ? Alors, tu veux me dire ce qui s'est passé ? 2 gamins ont attaqué Mark Silverman, mais ils ne t'ont pas attaqué toi. J'ai opéré un jeune garçon aujourd'hui. Il avait peut-être 1 an de moins que toi. Il souffrait du cœur, les choses se sont compliquées très vite. Tout le monde attendait que ton père prenne une décision. Et si j'étais capable de prendre cette décision,
C'est parce qu'à la fin de la journée, après la mort de ce garçon, je me suis lavé les mains, je suis rentré à la maison, je me suis installé devant une émission comique et j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Je peux continuer encore, c'est un monologue. Ça me parle effectivement, mais je ne sais pas ce que c'est du tout. C'est pas Jeff Goldblum? Non. Ah non, c'est une série encore. Ah, une série? Grey's Anatomy. Parce qu'on parle de... Non. C'est Yellowstone? Non. Et tu sais comment j'y arrive? Même les jours où j'ai échoué, tu sais pourquoi j'y arrive? Parce que j'ai le cran nécessaire. Surtout ne t'engage pas, ne décide de rien, ne cherche pas à être un héros. N'essaie pas de sauver le monde parce qu'un jour viendra où tu échoueras et où tu n'auras pas le cran nécessaire. Alors c'est pas... n'écoutez pas ça, les gens qui nous écoutent, dites-vous le contraire. Hein. C'est pas une leçon de vie du tout. C'est pas avec Bruce Greenwood? Non, je ne... ou alors... C'est un des comédiens que tu... Oui. Non, je pense pas. Non, okay. Alors, j'ai un indice. Le personnage auquel il parle est un enfant. Et cet enfant va grandir dans la série, c'est un flashback. Et c'est un peu technique. C'est technique comme indice. L'enfant devenu adulte est interprété par un comédien qui va bientôt intégrer Yellowstone. Mais c'est pas Yellowstone. C'est pointu. Hein. C'est Matthew McConaughey. Non. Ah, mais vous l'avez toujours pas. Et là aussi, vous allez être énervé. En tout cas, Vincent. Donne un autre indice. C'est un film... C'est une série. Une série? Ouais. 1883? Non. C'est beaucoup plus vieux que ça. Il parle à un futur Matthew Fox. Ah, mais bien sûr. Mais oui, pourquoi? Mais c'est le père de Jack dans Lost. C'est le père de Jack dans Lost. Ouais. Christian Shepard. Ouais, c'était pointu. Ouais. Bon. Ouais. Je me dis, oui, chirurgien. Ouais. C'est vrai que oui, Lost aussi. Moi, j'étais sur les séries médicales, du coup. Ouais. J'enchaîne vite, rapidement. Vas-y. Tu sais, il y a eu un temps où le bip était presque entièrement recouvert par l'océan. Et moi, je te parie que juste ici, il y avait une plage. Tiens, regarde. L'océan les a sans doute rejetés sur la plage et ton dinosaure cherchait sûrement à manger sur cette même plage. Je sais pas, c'est difficile à dire. Peut-être bien que c'est lui qui s'est fait manger finalement. Peut-être un requin des grands fonds. Alors je peux débiper le mot. Ça me parle beaucoup. Ouais, c'est plus récent. C'est une série. C'est une série, ça aussi. Oui. Ouais. Tu sais, il y a un temps où le Montana était presque entièrement recouvert par l'océan. C'est Costner, c'est Yellowstone. C'est Yellowstone. Voilà, il fallait bien la mettre. Ouais. Et j'en ai deux petites dernières, un peu plus hors série là aussi. Ah. Oh mon bon prince, le travail de la journée l'a épuisé. Pas parce que c'était trop, nous avons trouvé ça agréable, mais elle est désorientée et ne sait pas à qui elle parle. Tu l'as? Il me semble. Oh. Je crois que je l'ai aussi, mais j'ai pas vu le film. En fait, c'est juste en matant la boxographie hier et en entendant le mot prince. Je l'ai vu, mais il y a longtemps. C'est une série. C'est un dessin animé, je crois. Prince d'Égypte. Oui, bravo. Prince d'Égypte. C'est quoi? Le Prince d'Égypte. Film d'animation. Oui, je m'en souviens très bien. Ça sera une de mes pépites. Si vous l'avez pas vu, regardez ce film. Je l'ai pas vu. C'est pas. Ah mais écoute, c'est pas. J'ai envie de dire, c'est pas Disney, mais c'est à la hauteur, voire au-dessus des grands Disney des années 90. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Et la petite dernière. Je vais vous raconter la vie héroïque de Bip. Les historiens anglais me traiteront de menteur, mais l'histoire officielle n'est-elle pas toujours écrite par ceux qui ont pendu les héros? Oh. JFK. Non. Ah, ça aurait pu. Ça aurait pu. C'est plus ancien. Le film peut-être pas, mais en tout cas ce qui se passe. Et là c'est une voix off, mais la voix du père, le personnage est dans le film. Ah, si je vous débip le truc, c'est même pas la peine de jouer. Non. Tu peux redire là. Je vais vous raconter la vie héroïque de Bip. Les historiens anglais me traiteront de menteur, mais l'histoire officielle n'est-elle pas toujours écrite par ceux qui ont pendu les héros? Ah non, ça me dit rien. C'est pas Wyatt Earp? Non. Non, je l'ai pas. C'est un personnage qui devrait pas trop plaire aux Anglais a priori, aux historiens anglais. Non, vous l'avez pas? Ah non, ça peut pas être. C'est pas Bruce. Oui, c'est ça. C'est le film de Mel Gibson. Exactement, c'est Braveheart. Oui, c'est. Et tu doubles Robert Le Bruce dans Braveheart. Exactement. Qui fait aussi le narrateur puisque c'est lui qui prend la suite de William Wallace après sa mort. Voilà. Bravo. Bravo à vous. Ouais, bravo tout le monde. Bluffante cette petite Darbox là. Eh ouais, Retour vers le futur, je suis pas mécontent. Ouais. Ah oui, alors c'est un Retour sur le futur. Voilà. Si on m'avait dit que j'avais doublé dedans, j'aurais effectivement.
Mais je crois que c'est toi qui l'avais effectivement évoqué déjà. On n'a pas fini de découvrir à quel point le casting vocal de Retour vers le futur est parfait. Ah oui. Voilà. Tout le monde est là. Les légendes sont là. Il ne faut pas le voir en VO, ça, c'est pas possible. Ah non, ça... Mais je sais pas s'il y a une VO. Hein. On fait directement en VF. Alors, avant de conclure l'émission, moi aussi j'ai un dernier petit quiz qui consiste à une photo. J'ai mis en régie, si vous pouvez mettre la photo mystère. J'ai mis photo mystère. Oh, c'est une nouvelle rubrique dans le Google Doc où on a mis les voilà, elle est là. Est-ce que tu reconnais ce personnage, Bernard, ou pas? Oui. Je connais ce personnage, bien évidemment. Parce que je me demandais justement, quand tu doubles du jeu vidéo, est-ce que tu vois les personnages que tu doubles? Pas toujours, non. D'accord. Non, souvent pas. Celui-là, il te dit quelque chose en tout cas. Oui, il me dit quelque chose, celui-là. Mais souvent, pour te donner une idée d'une direction dans laquelle aller, on te montre, voilà, une image comme ça. On dit le personnage ressemble à ça. Puis après, tu parles. Mais oui, mais je pourrais pas te dire dans quoi c'est, parce que alors les jeux vidéo. On va pas laisser Manon répondre parce qu'en général, non, mais c'est plutôt irrespectueux pour l'univers. Non, mais je suis contente parce qu'à chaque fois que je parle de ce personnage, c'est avec des fans du jeu en question. Qui est Zelda, on peut Zelda, le dire. Zelda qui est Zelda. Et en fait, moi, je ne suis pas familière de l'univers Zelda, ou en tout cas, je suis familière de l'univers d'il y a des années quand je jouais sur la Nintendo à l'époque. Et moi, Vincent me montre ça, et je dis une chèvre. Et il me dit non, je dis si. En toute objectivité, il ressemble à une chèvre. Il y a un petit côté chèvre. Voilà, il me dit non, c'est le roi d'Hyrule. Je dis oui, le roi chèvre d'Hyrule peut-être, mais chèvre quand même. C'est pas un péjoratif. Non, mais c'est tellement irrespectueux, c'est pas possible. Mais je ne suis pas. C'est pas méchant d'être une chèvre. Noblesse, on dirait plutôt un dieu égyptien. Chèvre. Bref. Non, je suis d'accord. Chèvre. On est d'accord. Non, parce que en fait, c'est un running gag. C'est parce qu'on a reçu Hervé Grul il y a 1 an, qui double lui un oiseau, et je lui dis un pigeon. Et voilà. Et depuis, il ne s'en est jamais remis. Et quand il m'a montré ce personnage, j'ai dit une chèvre. Voilà. Parce que Zelda, pour moi, c'est Hervé, le petit garçon. Un monde parfait. Alors là, je savais pas, tu vois. Et tu vois, en plus, j'ai voulu poser la question tout à l'heure. J'ai voulu demander qui faisait le excellent. Bon, bah voilà. Très bonne anecdote. Le pigeon et la chèvre réunis. Mais j'en parlais justement parce que je suis un inconditionnel de Zelda. Oui. Les jeux vidéo, on ne sait pas du tout les voix, quelles seront les voix. Non. Je lance Tears of the Kingdom, et une des premières voix qui parle en narration, j'entends ta voix. C'est bon, j'aime ce jeu. J'aime ce jeu, c'est bon. Voilà, et donc en plus il revient. C'est un personnage qui revient de temps en temps, pour ponctuer l'aventure. Et c'est vraiment un non, mais pour nous c'est assez abstrait les jeux vidéo, hein, dans la réalisation, parce qu'on n'a pas l'image. Voilà, très très rarement. Donc, mais au bout du compte. Il y a une forme de peut-être un peu plus de liberté, à part dans le timing, on travaille sur des ondes, il faut rentrer exactement dans le temps de la réplique, quoi. Donc. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est un personnage très important, qui sauve son royaume. Bon, très bien. Très noble et voilà, une sorte de dieu. Je n'aurais doublé des héros. Oui. C'est bon d'être un héros. Ça doit être bon d'être un héros. Et des machos aussi, du coup. Oui, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. On va devoir conclure cette émission. Parce qu'on va passer à une autre partie que vous verrez plus tard aussi sur nos réseaux. Merci beaucoup, Bernard. C'est moi qui vous remercie, parce que c'est très touchant de revivre tout ça, d'une part, et puis de voir l'impact et l'effet que ça peut produire sur les uns et les autres. On est toujours tellement seul derrière notre micro que voilà, c'est toujours très 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 touchant c'est quand même un métier public, hein. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on a voulu aussi faire cette émission. Oui, c'est très bien, parce qu'on est effectivement, on peut être un peu frustré. Quand on est au théâtre, voilà, on a le public, on voit les gens après, on parle. Là. Oui, c'est ça. On peut venir en studio pour vous applaudir si vous voulez. Nous, oui, mais c'est plus possible. Alors, faut arriver à nous déloger. Il y a eu une époque où c'était une chose qui n'était pas impossible, mais maintenant, avec les mesures de sécurité, c'est plus possible. Dommage. Et merci beaucoup en tout cas. Merci Manon et Thomas. Merci. C'était génial. Merci à toi, Manon et Thomas. Je remercie la team vidéo et la réalisation. Jérôme, Alfred aux manettes, toujours impeccable. Bravo à vous. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Voix Ouf.
Salut à tous. Salut. Salut. Salut.